J'ai 2 mots à vous dire. C'est quoi tes 2 mots? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde peut dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est que si on veut. J'ai 2 mots à vous dire. Bonjour et bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire, l'émission distancielle avec des gens bien réels. Vous êtes là les gens? Salut. Ils sont bien réels les gens. Nous sommes le 1er mars 2021 et en attendant de ressortir la sono et le studio radio, eh bien nous sommes toujours en visio, c'est comme ça. C'est moins rigolo que dans la vraie vie, mais ça permet quand même de retrouver dans tout le pays ses amis. Bienvenue, vous êtes dans J'ai 2 mots à vous dire. Parce que c'est vrai que si on faisait des émissions en présentiel comme on le faisait avant, à Nantes notamment, vous voyez c'est un lapsus tout à fait révélateur. Bon, Cyr peut-être pourrait nous rendre visite de temps en temps. Bruno, ça serait moins facile quand même. Salut Bruno. Il y a le présentiel. Salut David, salut à tous. Mais j'ai pas dit mon dernier mot puisque même si ça n'a pas pu se faire, on devait se voir il y a quelques jours chez toi pour un Jeu de mots à vous dire spécial. On le fera un petit peu plus tard. On était à ça de transformer l'essai, mais on ne lâche pas l'affaire. Ce ne sera que partie remise. Bruno est à Pointe-à-Pitre. Tu vas nous livrer tes 2 mots dans un instant. En Bretagne, Cyr est à Vannes. Salut Cyr. Salut David. Tu es venu avec ta guitare aujourd'hui ? Ouais, c'est ça. T'as la guitare qui te démange, elle est pas loin. Et tu joues de la guitare uniquement ou tu joues d'autres instruments ? Non, je joue de la guitare uniquement. D'accord, il se méfie en fait, il se dit, il m'a déjà fait le coup le mec. Et puis à Nantes, Birgitta, Patrick sont avec nous, accompagnés de Veneno. Bonjour Veneno. Bonsoir. Bonsoir, c'est ta première dans J'ai 2 mots à vous dire et sur la chaîne Réussir. Je dis ça parce que Patrick est déjà venu, on va en parler dans un instant dans Réussir. On joue au jeu des 2 mots pour qualifier l'ambiance, l'état d'esprit dans lequel tu peux te trouver en ce 1er mars 2021. Quels sont tes 2 mots, Veneno ? Eh ben, mes 2 mots, ce serait improvisation, parce que j'ai été prévenue que tout à l'heure que j'allais participer à l'émission. Ça, c'est grâce à la fée. C'est grâce à la fée Birgitta, ça. Elle t'a appelé dans l'après-midi. Voilà. Ça, c'est et je leur remercie. Et puis, le deuxième mot c'est que je suis heureuse de pouvoir participer et puis de découvrir aussi l'émission. Donc voilà, ce sera mes 2 mots pour ce soir. Et bien élevée en plus, bien éduquée. Elle était même pas obligée de dire ça. Tu es graffeuse, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, ton univers artistique. Et puis comme on va parler de voyage ce soir, tu nous parleras aussi du Mexique et puis peut-être d'autres destinations dans lesquelles tu as pu te rendre. Birgitta, t'es à Nantes également et tu as encore frappé en nous proposant une belle rencontre ce soir. Tes 2 mots, Birgitta ? Des joies et amitié. Tu développes ? Parce que ça me fait toujours du plaisir et de la joie de vous voir et parce que l'amitié, c'est fondamental, donc voilà. Voilà, est-ce que tu peux nous la refaire avec une voix M6 dans Capital ? L'amitié, c'est fondamental. L'amitié, c'est super. C'est super. Patrick, tes 2 mots ? Alors, combler parce que je suis grand-père pour la 3e fois depuis hier soir. Génial. J'ai un copain Samuel qui est arrivé hier soir à 10h30. Et puis tonique parce que j'ai pris mon premier bain de l'année dans la mer aujourd'hui. Donc ça va. Le mec qui en veut quoi. Et elle était à 12. Bon, en Bretagne, il faut être courageux pour se baigner le 1er mars. Oui. Et elle était à 12 à peu près. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. C'est bien, c'est une bonne température. J'ai un copain, quand il a été grand-père pour la première fois, il a précisé, parce qu'il a dit ça en public, il est maire d'une ville pas très loin de chez nous, et il a dit, mais je vous rassure, je n'y suis pour rien. Bruno, tes 2 mots ? Ah bah écoute, sans transition, avec Patrick, moi j'ai chaleur dans les tiroirs, ouais. Et j'ai espoir. Alors chaleur humaine, chaleur des Antilles, ouais. Bonne température parce que je pense que un peu partout dans la France aujourd'hui on en a un peu besoin de température, de bonnes températures bien chaleureuses. Et puis espoir pour demain, pour ce qui va se passer demain. Je suis très confiant dans l'avenir et je veux transmettre cette dose d'espoir aux auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà. Le ton est donné pour nous parler de voyage dans quelques instants. Est-ce que nous voyagerons de la même façon ? C'est l'une des questions que nous aborderons avec toi notamment et bien sûr avec Patrick. Cyr, tes 2 mots pour ouvrir cette émission. Et donc j'ai pris un vieux mot que j'adore, moi c'est le petit mot et, E-T. J'aime bien faire des courses de et. Ben oui. Et voilà, c'est mieux que le ou qui pique. Voilà. Et c'est mieux que le mais qui rompt en fait, qui est brutal. Ouais, c'est vrai. Et le deuxième, c'est plus conjoncturel, c'est toile.
Alors ça peut être la toile comme le réseau en général, mais là il se trouve qu'on m'a offert 2 magnifiques peintures et donc je suis trop content d'avoir eu ces 2 belles toiles. Tu nous les montreras ? Tu nous feras visiter ? Ouais, ouais. Juste avant ta chronique tout à l'heure. Anne nous a rejoint pendant ce temps-là. Anne, elle était encore en mode visioconférence boulot et maintenant, ça y est, elle est en mode visio radio. Et là, d'un seul coup, elle rayonne. Salut Anne, à Toulouse. Bonsoir à tous. Alors, je te prends au dépourvu, mais enfin, en même temps, tu connais la maison. 2 mots pour qualifier ton esprit, là. Et pourquoi pas retard ? Parce que j'arrive un petit peu à la bourre. C'est trop facile, ça, madame, c'est trop facile. Tempête, j'ai lutté contre les éléments pour venir ici. Il y a là le vent qui se déchaîne et ça a vraiment été un effort pour venir. J'ai regardé avec envie tous les vélos électriques qui m'ont doublé sur le chemin, mais je n'ai pas cédé à la tentation. J'ai bravé les éléments, appuyé plus fort sur les pédales et finalement, je suis là. C'est ça que j'aime chez cette femme, c'est qu'elle peut faire des poèmes totalement improvisés comme ça. Voilà. Et en plus, elle nous fait la météo. C'est classe. Merci, bienvenue dans J'ai 2 mots à vous dire. Cyr va nous chanter sa chronique en fin d'émission et puis une chronique de présentation de Veneno, notre deuxième invitée, graffeuse de son état, et tout cela orchestré par Birgitta. J'ai 2 mots à vous dire, l'invité de l'émission. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où on partait rendre visite à Bruno à Pointe-à-Pitre ? Qu'est-ce que c'était bien quand même cette époque-là, c'était sympa, on escaladait la Soufrière, hein, on faisait de la plongée à Malandure sur la côte ouest, les jours de pluie on visitait le Memorial Act, le musée consacré à la traite et à l'esclavage, et puis parfois on se prenait quelques jours aux Saintes ou à Marie-Galante. Si vous ne connaissez pas les Saintes, moi j'appelle ça la Corse de la Guadeloupe. Je sais pas si c'est un juste qualificatif, mais déjà que je trouve la Corse magnifique, mais alors les Saintes c'est encore mieux. C'était bien cette époque-là où on voyageait. Voyage. Est-ce que nous voyagerons à nouveau demain ? Et si oui, dans quelles conditions ? Et si oui, restera-t-il du punch à Pointe-à-Pitre ? Réponse avec Bruno Calixte et Patrick Malenfant. J'ai 2 mots à vous dire, l'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Il reste du punch, Bruno ? Bah écoute, le punch est auto-généré dans les Antilles, donc il y en aura toujours et il y en a encore. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez revenir. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, il n'y est jamais trop tard pour bien faire. Il coule de la cascade ? C'est à peu près ça. Et les éruptions volcaniques de punch. C'est énorme. Oh la vache. Vivement demain quand même. On va parler de voyage. On va parler d'une actualité également qui désormais a une quinzaine de jours, qui est passée un petit peu inaperçue dans les premiers jours. Moi j'ai trouvé ça... je dirais pas étonnant, je dirais agaçant en fait. Agaçant de constater qu'on en parlait sur les médias antillais, mais pas sur les médias d'envergure nationale en tout cas. C'est une information pourtant capitale. Le docteur Henri Joseph, c'est un pharmacien qui est docteur en pharmacognosie guadeloupéen. Il a fait une découverte qui peut être déterminante, Bruno. Effectivement, il nous en a fait part le 11 février 2021 à l'occasion du Forum de la Santé tenu à la région Guadeloupe. Eh bien, le docteur Henri Joseph, qui est le cofondateur du laboratoire Phytobocase, comprendre plantes autour de la maison, déclare que l'herbe à pipe, issue de la pharmacopée traditionnelle, pourrait contrarier la reproduction des virus à ARN. Alors, ARN, acide ribonucléique, et tout ça dans l'organisme. En clair, c'est le fameux vaccin Pfizer qui est fait à partir de la technologie ARL. Exactement. En clair, l'herbe à pic rend les cellules de l'organisme hostiles à la reproduction et au développement de virus tels que la dengue, le chikungunya, la rougeole et le coronavirus. L'équipe du laboratoire Phytobocase, composée entre autres du jeune docteur en chimie Damien Bissessart, ex de la NASA, juste ça, et du professeur donc Henri Joseph, travaille sur cette herbe à pic déjà utilisée depuis il y a 5000 ans par les Mayas, qui l'utilisaient en fait pour faire face à la saison froide déjà à l'époque, et puis depuis 170 ans, un peu moins de 200 ans en Guadeloupe, pour soigner des refroidissements. C'est donc là une note d'espoir considérable et une illustration de la capacité d'innovation et de résilience de nos contrées ultramarines. Et ben voilà, c'est une superbe nouvelle dont on parle depuis seulement 5 jours en métropole. Et toi dont tu nous as parlé il y a déjà une quinzaine de jours, qu'est-ce qui peut expliquer que ça mette un petit peu de temps ? Moi je trouve ça assez injuste en fait. Qu'est-ce que t'en penses toi ?
Alors, il y a deux idées qui se croisent. La première, c'est effectivement la prudence. Alors, c'est vrai que les organismes de santé ont souvent tendance à d'abord privilégier la prudence avant d'annoncer une nouvelle qui pourrait justement changer dans le temps. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la pharmacopée locale a longtemps été boudée par nos industries pharmaceutiques qui préféraient justement générer des molécules de synthèse. Et donc, dès lors la possibilité de se soigner par les plantes était mise en avant et en exergue, eh bien, elle était tout de suite étouffée et ça gênait, pour être clair. Aujourd'hui, cette démarche intellectuelle, en fait, a l'air d'être assez poussée. Ça fait quelques années que déjà aux Antilles, et en Guadeloupe en particulier, que cette plante est utilisée et a montré ses effets bénéfiques pour les problématiques virales et les problématiques de fièvre notamment. Aujourd'hui, il y a encore une démarche de recherche pour passer du cap du simple soin par les plantes à la partie médicamentale, la partie médicament, du moins la partie pharmaceutique. De là à ce pas-là, il y a encore quelques études à faire, mais c'est quelque chose qui devrait monter crescendo. En tout cas, nous sommes assez confiants sur les résultats in fine qu'on devrait avoir de cette herbe à pic. Bon, il reste zen en toutes circonstances. L'essentiel, c'est qu'on en parle et l'essentiel, c'est bien sûr le but, c'est qu'on avance bien sûr dans la recherche. Donc un cocorico évidemment pour les Antilles pour cette belle découverte. Qu'est-ce qui se passe justement aux Antilles en ce moment depuis l'interdiction de l'accès aux touristes, y compris des touristes business dont j'ai failli faire partie ? Tout à fait. Et écoute, aujourd'hui aux Antilles, c'est assez compliqué de faire venir du monde puisque tous ceux qui viennent ont encore la septaine qui les contraint à rester à l'hôtel, certes sur déclaration de bonne foi, mais qui forcément complique les séjours et puis également risquent de ne pas pouvoir repartir. Alors certains pourraient voir cela comme une opportunité, d'autres une complication par rapport à leurs obligations sur la métropole. Et effectivement, le secteur du tourisme est en grande difficulté. Les hôtels sont peu remplis, on va dire, et donc du coup tout ce qui découle donc du tourisme, le transport, les activités de loisirs sont en très grande difficulté sur l'île. Alors, c'est une manne financière énorme pour l'île, c'est la majorité du modèle économique des Antilles. Ce n'est pas le seul pourvoyeur de fonds et d'emplois. Néanmoins, c'est un coup dur pour les Antilles en ce moment. Voilà. Cyr, quand tu as des vannes, faut les verbaliser parce que parfois je passe à côté du chat. L'herbe à pic. Ah bah on t'entend pas. On t'entend. Remettez vos micros les amis. Moi je préfère que ce soit le bazar cette émission. Et ben l'herbe à pic c'est l'herbe qui tombe à pic exactement. Voilà. Et tu vas nous la chanter à la guitare tout à l'heure. Voilà, t'as bien fait de sortir ça. Je sens que je vais pas dire grand chose moi du coup. Ça va devenir vite compliqué. Comment se portent plus sérieusement Bruno les entreprises? Dans quel état d'esprit sont-elles aux Antilles en ce moment? Écoute, l'actualité du moment, si vous l'avez entendu, on a eu un grand mouvement social au niveau de l'île, notamment en Guadeloupe, qui a paralysé en fait le centre névralgique, qui est le centre de la zone industrielle de Jarry, pendant 2 jours, où là effectivement... Jarry, c'est pile au milieu des 2 îles, hein. C'est ça, c'est exactement ça, au niveau des ponts de transfert entre la Basse-Terre et la Grande-Terre. On a effectivement eu pendant 2 jours d'affilée ce fameux centre industriel complètement bloqué. Impossible de rentrer sur la zone industrielle. Et donc effectivement, tous les métiers du BTP, du transport, se sont réunis et se sont mobilisés afin d'être entendus et afin qu'il y ait des aides un peu plus significatives ou alors accélérer les process déjà en cours pour pouvoir permettre justement à ces entreprises de ne pas fermer tout simplement. C'est ça, c'est le mouvement social, c'était bien un mouvement entrepreneurial et pas que salarial. Tout à fait, c'était principalement entrepreneurial. Les Antillais sont réputés résilientes, on a parlé de résilience tout à l'heure, est-ce que ça s'apprend la résilience? Est-ce que ça s'entraîne? Je crois qu'il y a une bonne dose d'inné là-dedans. Maintenant, les aléas et les événements, et les Antilles sont assez douées pour rencontrer des aléas, que ce soit climatique, du double éloignement, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit pour certains des dom-toms, au-delà des tremblements de terre, les éruptions volcaniques. Il y a véritablement beaucoup d'aléas qui ont bousculé ces îles à travers le temps, et donc elles ont, sans être fatalistes, elles ont acquis effectivement une capacité de résilience et de rebond. Systématiquement, ça se détruit, on reconstruit. Dernièrement, on subissait Irma et Maria, les 2 tempêtes tropicales qui on en parlait la dernière fois, sont capables de souffler jusqu'à 300 km/h. 300 km/h, alors que nous, on s'inquiète dès qu'ils annoncent 140 à peu près.
C'est à peu près ça. Et bien voilà, nous on arrive dans ces pics-là à avoir complètement des contrées complètement dévastées, et puis à rapidement retrousser les manches et se remettre au boulot pour reconstruire tout simplement, repenser les modèles de construction et faire les choses un petit peu plus intelligemment pour éviter de reproduire les erreurs du passé, mais effectivement dans une dynamique rapide et une dynamique efficace de repartir de zéro et de recommencer. D'où la résilience de l'entrée. Ça ressemble à quoi quelqu'un de résilient? Tu disais c'est pas quelqu'un non plus qui se résigne. C'est pas quelqu'un de fataliste pour autant, donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui dit on attend des jours meilleurs, mais on fait quoi en attendant? C'est ce que j'allais te dire, c'est quelqu'un qui fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui se met en branle, c'est quelqu'un qui se met en action. Ça veut dire qu'il y a la phase où on accueille, entre guillemets, l'événement. Donc forcément, c'est ce qu'on appelle un accueil inaugural de la crise. Et puis au bout d'un moment, c'est se dire, très bien, on agit. Donc on réfléchit, on agit, on fait quelque chose. Toujours faire quelque chose. Progresser, dit-on, c'est c'est changer d'erreur, tout simplement. Donc à partir du moment où on est dans l'action, on peut se retrouver résilient parce que le corps humain est une machine très bien faite. Et quand le cerveau est utilisé à bon escient, on arrive à trouver des méthodes incroyables. Le confinement est également un des aléas qu'on a tous subis, j'allais dire à l'international, mais c'est quelque chose de mondial. Et effectivement, nous avons su nous repenser nos modèles, repenser nos façons de travailler, d'échanger, de faire du commerce, de communiquer, de faire de la radio, n'est-ce pas Aujourd'hui, c'est un exemple. Et effectivement, c'est ça. C'est quelqu'un qui bouge, tout simplement. Ça te parle, Cyr, le concept de résilience? Je t'ai vu hocher la tête à plusieurs reprises. Ouais, ça me parle. Moi, c'est une petite phrase que j'aime bien me mettre dans la tête dans ces moments-là, c'est comment je peux trouver, comment ça peut être bien autrement, quoi. C'est-à-dire, c'est ni bien ni pas bien, c'est comment c'est bien autrement. Et quand je commence à répondre à cette question-là, je commence à rebondir, à repartir, et même si c'est dur avant, quoi. Et on retrouve le « et » dont tu parlais tout à l'heure. C'est pas bien et c'est potentiellement bien aussi. On peut aussi imaginer les deux. Qu'est-ce que je fais de ça? Merci beaucoup Bruno de nous avoir fait visiter un petit peu les Antilles et mis en perspective cette bonne nouvelle à la fois du professeur, du docteur Henri Joseph et puis en même temps la situation telle que vous pouvez la vivre actuellement. Patrick Malenfant est notre autre invité sur la notion de voyage. Tu es l'ancien dirigeant d'une société dont on ne prononcera pas le nom, Jeune Retraité, une agence de voyage qui est dans le tourisme et dans le business à la fois, et une agence qui a constitué une partie de ta carrière professionnelle, mais tu n'as pas fait que ça, tu as fait plein d'autres choses. Oui, j'ai passé 20 ans dans l'agroalimentaire en particulier. J'ai passé beaucoup de temps également dans le milieu sportif en tant que joueur, entraîneur et président de club. Et puis 2-3 petites choses annexes également. Tu as été dans la restauration, ce sont des métiers de passion, j'imagine. Le voyage, c'est pas un métier qu'on exerce comme ça à la légère? Non, mais ça a été une rencontre du hasard. C'est le hasard? Et je ne sais plus qui a dit qu'il n'y a pas de hasard au hasard, donc ça ne devait pas être un hasard. Et c'est vrai que c'était une magnifique rencontre et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à tout un tas de choses que je n'avais jamais eu l'occasion de pouvoir faire auparavant, que ce soit des destinations magnifiques et ce soit surtout des rencontres dans des pays où les gens méritent vraiment d'être rencontrés et de pouvoir échanger avec eux. Allez, comme ça, sans réfléchir, la première rencontre qui te vient, le premier pays qui te vient pour qu'on rêve encore davantage? Alors moi, je suis plutôt pour aller sur l'Asie, sur la Thaïlande. Moi, la Thaïlande est une destination qui m'a vraiment marqué la première fois que j'y suis allé. Cette impression de zénitude, de tranquillité, de ne pas être reçu à l'époque comme un touriste et comme un pigeon, mais comme un ami qui venait visiter le pays. Sawadika. Sawadika, c'est bien comme ça qu'on dit. Oui. Quand on parle d'agence de voyage, il est important d'évoquer à la fois le tourisme et le business travel, le voyage d'affaires, deux domaines qui sont différents. En quoi est-ce qu'ils sont différents et en quoi est-ce qu'il faut absolument les lier? Alors, ils sont différents, on va en venir après. Ils sont complémentaires parce qu'on va évoquer les modèles économiques, bien entendu, tout à l'heure. Et pour qu'il y ait un équilibre dans ces modèles économiques, pour pouvoir remplir des avions, il faut des gens qui voyagent pour le tourisme et des gens qui voyagent pour l'affaire. Donc ça, c'est déjà le premier point. Donc effectivement, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires parce qu'un touriste qui voyage pour son loisir a besoin de louer une voiture. Dans le business travel, c'est pareil. On a besoin d'une voiture, on a besoin d'hôtels.
Donc ils sont complémentaires. Les différences, ce sont des traitements économiques différents. Dans le loisir, on est rémunéré souvent par le fournisseur qui va vous commissionner. Dans le business travel, c'est ça. Donc je pars une prestation. Je pars en voyage avec ma famille en Tunisie. C'est le lieu sur lequel je vais séjourner qui vous rémunère. Globalement, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, quand un particulier part, alors soit on lui réserve ce qu'on appelle un package dynamique, on va lui associer de l'avion, on va lui associer de l'hôtel, on va lui associer de la location de voiture. Et chaque prestataire va rémunérer un pourcentage sur la facturation globale de sa prestation. Alors qu'en business... Ou alors, c'est un package complet et on va passer par ce qu'on appelle un tour opérateur. Et le tour opérateur, lui, va faire l'assemblage et c'est le tour opérateur qui va rémunérer l'agence de voyage par une commission. Alors pour le client, c'est complètement transparent. À l'inverse, dans le business travel, toutes les prestations qu'on va acheter, on va les refacturer au franc ou à l'euro désormais, depuis longtemps maintenant d'ailleurs, à l'euro, mais on va prendre un montant de prestations pour avoir fait cette transaction. Donc on est payé à la transaction. Quoi qu'il arrive, les gens voyageront parce que de toute façon, ils ont envie de voyager. Oui. Donc là, dans 6 mois, on y retourne. D'abord, dans le business travel, il y aura toujours obligation de voyager. Maintenant, depuis ce Covid, je voudrais placer une chose aussi, c'est que toute crise n'est qu'un accélérateur de tendance. Et cette crise sanitaire ne fera qu'accélérer des tendances qui déjà étaient présentes depuis quelques années. Si on prend le cas du business travel, on voit bien que tout ce qui était vidéoconférence, tout ce qui était cette nouvelle technologie qui arrivait commençait déjà à retirer certains déplacements qui n'étaient pas indispensables. Le fait du confinement, les gens ont pris beaucoup plus d'habitude à ce genre de technologie et ça va véritablement remplacer un bon nombre de déplacements. Les estimations actuelles sont entre 25 à 30% de déplacements qui vont plus se faire dans le business travel. Ce qui va, comme je le disais tout à l'heure, peut-être poser des problèmes dans l'équilibre économique du modèle global qu'on connaissait auparavant. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est pour le business. Les gens vont beaucoup moins se déplacer. Pour le tourisme ? Et pour le tourisme, tout le monde va avoir envie de se déplacer. Et surtout là, à la sortie des confinements et des couvre-feux, tout le monde va vouloir partir. Maintenant, partir comment et partir où ? On sait bien qu'il va y avoir des contraintes sanitaires et on espère que le passeport sanitaire peut être une option pour pouvoir faciliter un petit peu les voyages. Donc tu es plutôt favorable au passeport sanitaire ? Il n'est pas encore en place. Les pays doivent se mettre d'accord entre eux. Tu es favorable, toi ? Moi, je suis favorable. C'est le seul moyen qu'on aura si on veut harmoniser un petit peu les contraintes sanitaires dans tous les pays. Si cette contrainte sanitaire par quelque chose qui est vraiment formel et accepté par tous, il sera beaucoup plus simple de contrôler un passeport sanitaire que chaque pays mette ses propres contraintes et que ça devienne pour un voyageur extrêmement compliqué. C'est dur à entendre pour les anti-vaccins chevronnés qui peuvent avoir des bonnes raisons. Les anti-vaccins devaient pas aller au Sénégal parce que le vaccin pour la fièvre jaune était déjà quasiment obligatoire pour le Sénégal. Donc pourquoi avant ils l'auraient accepté, pourquoi maintenant ils ne l'accepteraient pas ? Bon, c'est une question. Sauf qu'ils peuvent te répondre qu'il en restait quand même un paquet de destinations où on leur demandait pas d'être vaccinés. Bon voilà, le débat est ouvert. Anne... Il y a un autre débat là-dessus. Mais alors vas-y. Avant que Anne confirme ce que tu viens de dire. Anne, est-ce que tu pourrais infirmer ce qu'il a dit pour créer un peu de débat ? Alors, hélas, non, moi je parlais sur la partie business, parce que dans mon métier, je voyageais énormément. Ça constituait à peu près 60% de mon temps en Europe et aux États-Unis. Et depuis 1 an, j'ai fait un déplacement à Nantes, donc le bout du monde. Ouais, t'es venu à Nantes. Pardon. Et je pense vraiment qu'on va... Excusez-moi. Que le modèle va changer. La fréquence des voyages. Et qu'on a... Tiens, prends la bouteille de cire. Il me faut de l'herbe qui pique, là, dans la gorge. Je t'envoie un colis pays. Ouais. C'est ça, moi, un petit punch. Un petit punch, à mon avis, elle est plus là-dessus. Aussi.
Et 1, 2, 3. Bref, donc oui, je confirme qu'on voyage moins, forcément aujourd'hui, et je suis persuadée qu'on voyagera moins parce qu'il y a aussi beaucoup moins de demandes des clients à venir et que maintenant, même pour je pense qu'on va se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est essentiel ou dit essentiel pour les voyages donc chaque entreprise mettra le curseur où il se doit, mais à titre personnel, en tout cas, moi c'est sûr qu'il y a une vraie volonté de beaucoup moins voyager à titre professionnel. Maintenant, la question que j'avais pour Patrick, c'est on parle des tendances. Patrick dit que le Covid, on espère en voir une fin et que du coup ça va réaccélérer les voyages, mais c'est quoi la tendance finalement? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine? Et si non, est-ce qu'il y a un moyen de se démarquer en tant qu'agence de voyage pour se différencier d'un kayak ou d'un last minute ou toute autre compagnie qu'on ne doit pas nommer qui fait du voyage rapide en 2 clics, quoi. C'était déjà le cas auparavant pour pouvoir se démarquer effectivement de tout ce qu'on peut trouver comme comparateur de voyage, de vol que l'on peut avoir en ligne directement, qui était très pertinent d'ailleurs pour du comparateur tarif. Par contre, il leur manquait juste une chose, c'est de pouvoir répondre à tous les questionnements qu'on peut avoir effectivement lorsque l'on va dans un pays. Alors là maintenant, ce sera encore beaucoup plus d'actualité. C'est les conseils qui sont annexés, on va dire, au prix, parce que au-delà d'un prix, il y a un conseil, il y a une assistance, il y a un conseil avant, pendant, il y a effectivement, on va dire, un accompagnement virtuel, mais on peut toujours appeler une agence de voyage, quelle que soit l'heure, il y a toujours des possibilités de joindre son agence de voyage. Et après, s'il y a eu un litige, s'il y a eu quelque chose qui n'a pas été conforme à un contrat signé avec l'agence de voyage est là pour se rapprocher ou de la compagnie aérienne, ou de l'hôtel, ou de n'importe qui a été prestataire de service au moment du voyage pour obtenir gain de cause. Donc, c'est le prix de la sécurité. C'est une forme d'assurance de passer par une agence de voyage. L'agence de voyage n'est pas forcément là pour trouver toujours le prix le plus bas, il est là pour proposer le prix le plus approprié à la demande du client. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et mettre en confiance. Pardon ? Et mettre en confiance. Voilà. Mais là, je rebondis. Donc, Patrick, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je comprends Et Bruno, ensuite, je crois, voulait réagir. Le bien fondé de l'agence de voyage. Mais la question, c'est est-ce que tu crois qu'il y aura une différence après Covid? Parce que ça, c'est vrai, même avant le Covid. Donc, il y aura peut-être un peu plus de conseils sur les conditions sanitaires. Mais est-ce qu'il y a une autre... est-ce que ça va plus loin? Aujourd'hui, non, on ne peut pas dire que ça va plus loin. L'agence de voyage restera toujours un moyen de rassurance pour un client. Il y a la notion du temps aussi, on a souvent tendance à l'oublier. Quand on est jeune, on a peut-être plus de temps, mais lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on a un travail qui est très très prenant, organiser des vacances, ça peut prendre beaucoup de temps, surtout si on va sur Internet et qu'on doit consulter X sites. Et l'agence de voyage, lorsqu'elle connaît bien son client, et je répète, quand elle connaît bien son client, elle connaît ses attentes, elle connaît ses contraintes et elle est capable de travailler énormément pour lui en amont. Et c'est vrai que c'est un gain de temps. Et n'oublions pas que dans la vie que l'on mène, le temps, c'est quand même très important. Bruno, tu voulais réagir. Et puis Patrick, tu as bifurqué, on a bifurqué sur ce sujet-là, mais tu avais une autre idée à évoquer tout à l'heure. Bruno ? Oui, il y aura autre chose à évoquer sur la partie loisirs, effectivement. Oui, c'est ça. Alors oui, non, rapidement, juste j'abonde dans le sens de ce que dit Patrick. Je crois que l'agence, effectivement, vient pas forcément apporter un tarif, mais vient apporter un service, une qualité de service, une prestation de service que le client est en droit d'exiger. Ça, c'est la première chose. Moi, je voulais juste rajouter aussi que le principe du Covid en soi, c'est un phénomène, il va y avoir un phénomène de rupture. Ça veut dire que on secoue le cocotier et on redistribue les cartes, ce qui fait que notre façon de consommer le voyage va fatalement évoluer. Alors, en plus en moins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va changer pour toi ? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la tendance à consommer le voyage, comme je vous dis, va changer. On va être, on l'a vu, toutes les nouvelles technologies permettent aujourd'hui, un exemple, on achète un appartement en visio. On l'a jamais vu, on le voit par visio, on nous fait une visite, on signe devant le notaire à distance avec des signatures électroniques. Pareil pour acheter un véhicule, aujourd'hui, ça se voit en concession. Les clients ne viennent plus en concession, à distance, clac, ils
font la validation et ils font la visite à distance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas voyager, ils vont voyager différemment. Ils vont s'organiser d'autres types de voyages. Ils vont voyager peut-être moins souvent, avec une fréquence moins forte, mais peut-être plus longtemps, où là, ils vont profiter des voyages, aller à l'encontre des civilisations et non plus faire juste les seaside tours sur des bus en 5 minutes, aller vite, c'est plié, et on passe à la chaîne. On va peut-être avoir aussi un tourisme. Tu y crois ça? Parce que tu parlais de la Thaïlande, Patrick, tout à l'heure. Moi, j'ai un souvenir de Thaïlande où je me suis senti étonnamment seul parce que entouré d'une foule incroyable sur un lieu touristique, la plage, je ne sais plus comment s'appelle cette île, la plage du film du même nom, la plage avec DiCaprio. Voilà, c'est la fameuse plage. Oui. Et je me suis senti du fameux film, voilà, de DiCaprio avec Guillaume Canet. Je me suis senti incroyablement seul ce jour-là parce que complètement envahi de foule en réalité. Donc tu y crois toi à ça, Bruno, que cette éthique dans le voyage va se répandre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est dans une industrialisation du voyage. Cette foule que tu décris, c'est la même que tu vas avoir à Hong Kong, que tu vas avoir en Thaïlande, que tu vas avoir à Londres, ou que tu vas avoir dans des petites îles grecques qui sont finalement mises en avant sur les réseaux sociaux ou autres, parce qu'il y a une star qui a dû faire une soirée ou acheter une villa sur place, et tu te retrouves avec cette même foule-là, et en fait c'est plus du tourisme que tu fais. Tu te déplaces avec la même foule, et vous vous retrouvez à un moment donné à venir encombrer, si j'ose dire, un espace de la planète. Je trouve pas ça très intéressant dans l'absolu, et après c'est mon avis, mais je pense qu'il y en a d'autres qui le partagent en se disant, moi j'ai envie d'aller dans des voyages plutôt authentiques, peut-être d'y aller moins souvent, et pas d'y aller 10 fois dans l'année, mais peut-être d'y aller 1, 2, 3 fois dans l'année, et certains, une fois c'est déjà beaucoup, ouais. mais d'avoir quelque chose d'authentique et de qualitatif, quitte à payer peut-être un peu plus et à respecter un peu le lieu que je visite. C'est ce que je me dis, peut-être qu'il y a une rupture qui va se faire là-dessus. J'aime bien ton optimisme, et avant que Cyr réagisse, et puis peut-être Veneno, puisque tu as vécu plusieurs années au Mexique, alors je ne sais pas si tu es une voyageuse ou si c'était juste l'opportunité. Avant ça, Bruno, comment voyagent les Antillais? Alors, tu n'as sans doute pas fait d'études extrêmement précises sur l'intégralité des Antillais, bien sûr, mais vous partez où en vacances, par exemple, quand on vit sur un lieu paradisiaque, on a envie de quoi? Justement, on a envie de se dépayser de ce lieu paradisiaque. Donc effectivement, l'Antillais n'ira pas dans un autre lieu où il y a la plage, le sable fin et les cocotiers. Un Antillais, ça fait le tour du monde, réellement. Déjà au niveau des études, il faut savoir que les Antillais font leurs études à Montréal, à Miami, bien sûr à Paris, mais également dans la Caraïbe. Et effectivement, de par ces rencontres qu'ils font pendant les études, ils se nouent des contacts, et tu vas trouver de l'Antillais partout dans le monde, sur Hong Kong, sur des zones froides, les pays nordiques également, et effectivement ce sont des globetrotters, parce que justement ils partent d'un petit point certes paradisiaque mais qui est tout petit. On a vite fait le tour de cette île, donc forcément ils bougent partout. Cyr, tu voulais réagir? Ouais, quand on parlait il y a des mots-clés quand même, on a parlé d'essentiel, on a parlé de prix, et l'essentiel n'a pas de prix, par contre il a une valeur, et tout ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est pas le comparateur de prix qui est important, c'est la valeur du voyage et de ce qu'on apporte. Et valeur, j'ai appris ça cette semaine avec un podcast de Patrick Vivray, la racine étymologique c'est valeur, et valeur c'est force de vie. Et alors on est bien loin du prix, quoi. Donc ça me paraît important. Et il y a un truc en ce moment, il y a pas mal de gens qui vont à la montagne quand même, alors qu'on peut pas, il y a pas de remontée mécanique. Mais du coup, on a intérêt à apprendre à descendre la piste autrement que d'habitude, puisqu'on va la descendre 1 fois, 2 fois dans l'après-midi. Donc, si descendre la piste en pleine conscience, par exemple, eh ben, c'est une autre manière de voyager et de vivre son voyage dans la montagne. Donc, on a plein de trucs à inventer et on les a sous la main. Il y a juste à se baisser et à voyager autrement. Eh ben, je confirme bien autrement. Complètement ce que tu viens de dire, puisque je viens de passer quelques jours dans les Pyrénées. Alors, je n'ai fait qu'une journée de neige, et comme il n'y avait plus de ski de randonnée, j'ai grimpé avec des vrais skis sous le bras, faire barège, pour ceux qui connaissent les Pyrénées, barège, col du Tourmalet, 600 mètres de dénivelé, avec mon fils courageux, avec des skis sous le bras, c'est juste l'enfer en fait. Et croyez-moi, la descente, d'abord j'en ai fait qu'une, évidemment, et j'ai pris un temps, mais incroyable. Je n'ai jamais descendu aussi lentement une piste. Et je me suis jamais arrêté autant de fois. Veneno, tu voulais peut-être nous livrer un peu ton témoignage de voyageuse?
Oui, alors du coup, moi, je peux peut-être vous dire comment j'ai atterri au Mexique déjà. Par exemple, avant de parler de ton métier de graffeuse un petit peu plus tard dans l'émission. En fait, les deux sont liés, parce que c'est le graffiti qui m'a amené au Mexique. En fait, c'est une association qui s'appelle Capulin, une association parisienne qui m'a invité du coup à les accompagner lors d'une de leurs missions. Ils travaillent en partenariat avec un centre social dans un bidonville à Oaxaca de Juárez, donc qui est dans l'état de Oaxaca. Et en fait, ils font venir des intervenants tous les 2 ans lors de leur mission. Donc, il va y avoir des cours d'ébénisterie, des cours de violon. Et cette année-là, donc c'était en 2015, ils m'ont invité, moi, pour faire une initiation graffiti à 3 jeunes de 20 ans dans le bidonville, du coup. Donc, ça a été une semaine d'initiation où moi, je connaissais pas du tout le Mexique. Donc, j'ai découvert la culture à ce moment-là. Et ça a tombé pendant la fête des morts. Donc ça a été une semaine d'initiation et une semaine de pure fête à la mexicaine. Donc c'était vraiment... moi, je suis tombée amoureuse de la culture pendant ces 2 semaines, du coup. Et tu es restée plusieurs années, pour le coup. Tu es restée 3 ans au Mexique. Du coup, quand je suis rentrée en France... j'ai passé 1 an, je suis restée en contact avec les graffeurs du coup que j'avais rencontrés là-bas parce que j'ai peint aussi avec des graffeurs, notamment un qui s'appelle Yeska. Et puis on est restés très bons amis et je les ai rejoints du coup l'année d'après où j'y suis retournée toute seule pendant 2 semaines pendant la fête des morts aussi parce que c'est une fête qui m'a vraiment retournée. En quoi est-ce qu'elle retourne cette fête ? Alors déjà parce que c'est une autre façon de voir la mort qui est quand même beaucoup moins dramatique que dans nos pays. C'est comme nous, c'est au moment de la Toussaint ? C'est au moment de la Toussaint, c'est pendant 3 jours, donc il y a toute une semaine de préparation en amont. Il y a une journée du coup où ça va être le recueil dans les familles, plutôt donc avec un autel, avec des offrandes qui sont faites aux morts de la famille, donc on met les photos des morts et puis on offre des fruits, des choses comme ça. Et puis après il y a les comparsas et muerteadas qui sont les défilés déguisés dans les rues, donc avec des fanfares et tout ça. Et en fait on fait tout un parcours dans la ville jusqu'au cimetière le plus grand de la ville, où du coup il y a des bougies dans tout le cimetière. Le cimetière est recouvert de fleurs. Et les familles se recueillent sur les tombes des morts et puis on peut venir faire la fête, danser. Il y a des orchestres aussi, il y a des mariachis. C'est assez impressionnant comme fête. C'est pendant du coup toute une semaine où toute la ville ne pense qu'à ça et prépare ces 3 jours du coup qui sont très intenses. On parlait de voyage retour à l'essentiel, c'est un peu ce que tu as vécu. Est-ce qu'il y a aussi du tourisme de masse dans ces périodes festives, j'imagine aussi ? Oui, alors effectivement, il y a énormément de tourisme à cette période-là. Un petit peu dans toute l'année quand même, il y a des temps forts. Il y a Noël, il y a effectivement la fête des morts. Et voilà, après moi, ma façon de voyager, j'aime bien avoir de l'authenticité, c'est vraiment ça qui est mon moteur. quoi pour toi l'authenticité ? C'est justement aller à la rencontre des locaux. C'est pas faire un voyage touristique classique, c'est-à-dire que moi je suis allée dans le bidonville, j'ai rencontré du coup les habitants du bidonville avec qui j'ai du coup fait l'initiation graffiti. Donc j'ai partagé un quotidien aussi qui est un peu plus dur que ce que les touristes peuvent voir. Tu venais avec quelque chose, avec en l'occurrence une forme artistique, un objet artistique et une envie pédagogique, bien sûr. Est-ce que malgré cela, on peut tomber aussi sur des locaux qui t'accueillent avec méfiance, avec distance ? Alors, il y a certaines fois où j'ai dû un peu apprivoiser les gens, mais dans l'ensemble, j'ai été quand même très bien accueillie. Déjà parce que je suis une femme dans le milieu du graffiti, et donc ça étonne toujours un petit peu. Et puis parce que je pense que je suis très avenante et que j'ai le contact facile avec les gens. Donc, comme j'aime aller à la rencontre des gens, en général, ça se passe bien. Et c'est surtout pour ça. Les Mexicains qui sont
sont très accueillants aussi. C'est pour ça que Birgitta t'a proposé de passer nous voir dans Je de moi vous dire. On poursuit la discussion avec toi tout à l'heure et avec l'interview de Birgitta. Patrick, on t'a laissé réfléchir à la suite du programme sur l'avenir du voyage. Pour ceux qui nous prennent en cours, Patrick Malenfant, ex-directeur général d'une agence de voyage, tourisme et business. Donc on parlait du modèle qui évolue et on parlait, je crois que tu voulais évoquer une autre idée tout à l'heure. En fin de compte, Bruno et Veneno l'ont déjà un petit peu développé. C'est le surtourisme aujourd'hui qui a un impact, on va dire, écologique et économique et au-delà et sociétal sur certaines destinations qui deviennent vraiment catastrophiques. Oui, il y a des destinations qui ne veulent plus autant de touristes. Alors, il en faut parce que de toute façon, si le tourisme n'existait pas pour ces destinations vivent beaucoup au travers du tourisme. Malgré tout, c'est la manière dont on exploite le touriste ou que le tourisme s'approprie ces destinations qui est catastrophique. Quand on entend parler de tourisme de masse, on va parler de tourisme de masse, les gens disent « j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait les Antilles, j'ai fait ». Ils ne parlent pas « j'ai visité, j'ai rencontré », c'est « j'ai fait ». On consomme. On consomme d'une manière, c'est une catastrophe de parler comme ça. Et on s'aperçoit, et je vais citer quelques destinations, et vous allez tout de suite vous rendre compte qu'on en entend parler et que les prises de conscience sont là. Si on parle de Venise aujourd'hui, sans parler même des paquebots, quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui allaient à Venise, on voit bien ce qui se passait à Venise. Et je l'ai déjà évoqué la première fois. Aujourd'hui, que tout est fermé à Venise et qu'il n'y a plus de commerce parce que les commerces sont ouverts pour les touristes. S'il n'y a pas de tourisme, vous prenez le cas de Barcelone, c'est pareil. Ces villes-là deviennent des déserts parce qu'en fin de compte, les gens qui sont là ne sont là que pour le tourisme ou sont des gens qui s'approprient des villes pour en profiter une semaine, 2 semaines par an et on met en dehors de ces villes-là les habitants d'origine. Ça a failli être le cas pour Marrakech à un moment donné. Aujourd'hui, Barcelone, on rend l'accessibilité des logements pour les gens qui y vivaient impossible parce que les prix flambent à cause de ce tourisme qui vient envahir ces villes et avec des comportements qui ne sont pas des comportements forcément adéquats non plus par moment. Donc on voit bien qu'il va falloir, il y a une prise de conscience aujourd'hui et j'espère que ce type de tourisme va modifier son comportement, ou tout au moins on va lui imposer des comportements différents. Qu'est-ce qu'on peut lui imposer à ce touriste ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on peut lui imposer à ce touriste ? On peut déjà le limiter en nombre, il y a peut-être des moyens de le limiter en nombre. Donc ça veut dire que des villes comme Barcelone doivent s'équilibrer économiquement d'une autre façon. C'est ce qu'elle fait, cette ville actuellement ? Oui, tout à fait. Il y a des réflexions. La Thaïlande aujourd'hui a ses réflexions. Le Rwanda a une réflexion complètement différente dans son tourisme, alors qu'a visé un tourisme élitiste, effectivement, qu'il sélectionne par le prix. Bon, c'est un moyen, mais bon, il y a peut-être d'autres moyens aussi. Mais de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça. Et puis, on parlait d'accélérateur de tendance pendant après-crise. La crise sanitaire, elle va accélérer une autre tendance qui nous arrive de la Suède, mais qui se généralise. C'est la honte de prendre l'avion. Parce qu'on sait aussi l'empreinte carbone que peut avoir l'avion aujourd'hui sur le climat. Donc, tout ça va s'accélérer aussi. Et je pense, malgré tout, ça va se réguler. Les gens vont vouloir voyager, mais comme le disait aussi Bruno, il va falloir qu'ils voyagent différemment. Et si ça ne se fait pas naturellement par de la prise de conscience, il faudra peut-être imposer des choses. Ou peut-être... Il y a des vraies réflexions actuellement. Les réflexions ne sont pas totalement abouties. Mais de toute façon, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir continuer non plus à voyager comme on voyageait avant. Ou peut-être compenser. Bruno, toi, tu as un exemple puisque tu étais l'organisateur, j'espère que tu le seras à nouveau, d'un grand séminaire managérial qui devait avoir lieu au moment du premier confinement. Et vous aviez réfléchi à trouver des compensations écologiques pour alléger un peu le bilan carbone des 400 personnes qui devaient vous rejoindre aux Antilles. C'est exactement ça. Mais écoute, avec l'association GERME, en fait, qui est le groupement d'entraînement et de recherche pour le management, dont on parle souvent dans cette émission, n'est-ce pas,
qui en fait avait trouvé une solution assez intéressante de se dire on fait venir un peu de matière grise effectivement à grands coups de taxes carbone et de dettes carbone, et on s'est dit mais comment on pourrait rembourser cela? Et en fait on s'est pris, et moi en tout cas je me suis pris vraiment d'affection pour cet arbre qu'on appelle le mangle médaille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mangle médaille. Non. Donc c'est un arbre en fait, autant que on a en fait le palétuvier qui est dans les mangroves, qui est assez connu en général. Ouais. On ne connaît pas le mangle médaille, qui est dans la forêt, qui est juste après la mangrove et qui fait un petit peu la limite entre les deux et la terre en fait. Et cet arbre-là a comme capacité la possibilité de réguler la montée des eaux. Alors, pour ceux qui savent, aux Antilles, on a souvent des problématiques de montée des eaux, des inondations par rapport aux pluies diluviennes et autres, et d'ailleurs pas qu'aux Antilles. Et en fait, cet arbre est en voie de disparition dans les Antilles. Et bien, l'idée, en fait, c'est ce qu'on avait mis en place avec le parc naturel parc national de la Guadeloupe, c'était de replanter des mangles médailles. Et alors, on est allé, alors moi j'ai eu l'occasion de le faire parce qu'on est allé en repérage pour comprendre un petit peu comment ça allait se passer pour la partie logistique. Donc moi j'ai mon arbre qui a été planté, avec qui j'ai posé, à côté duquel j'ai posé, et l'idée c'était qu'effectivement tous nos participants, en tout cas une bonne partie d'entre eux, puissent contribuer à cela. Et donc ce modèle-là, qui se fait déjà, on n'a rien inventé, mais pourrait éventuellement se démultiplier sur toutes les destinations qui souffrent du surtourisme entre guillemets. Je pense aux coraux, je pense à certains arbres, je pense à certains vestiges, je pense à certaines infrastructures qui souffrent du passage industriel, notamment en mer et sur terre. Et donc on pourrait imaginer des missions de réhabilitation et entre guillemets de remboursement de cette dette touristique qu'on inflige aux destinations de rêve que nous avons. Mais quand bien même, il est quand même important de réfléchir à sa consommation de carbone via l'avion. Anne, toi, tu as une question ou un commentaire à faire sur la conscience écologique? Oui, mais c'est exactement ce dont Patrick vient de parler, quoi. Moi, mon utopie, elle est plutôt dans la prise de conscience que certaines personnes, je pense, vont renoncer à certains voyages, à certaines destinations, par conscience écologique. Je veux dire, qui n'a pas aujourd'hui dans notre entourage bobo des gens qui ont déjà dit « je ne prendrai plus l'avion ». Alors, ça vient de Scandinavie ou pas, mais donc il y a l'effet colibri de bon, ok, je compense, et puis il y a aussi un autre effet qui est j'essaye de moins consommer, et moins consommer aussi ça. Mais et ça rejoint ce que Patrick disait. Je pense qu'il y a une tendance aussi là-dessus, et elle ne me semble pas forcément aller à contresens avec ce que vous venez de dire sur l'impact négatif du surtourisme, des conséquences compliquées, pas que écologiques, mais aussi sociales, sur certaines destinations. Toi qui connais bien l'aviation, Anne, c'est pour quand l'avion propre ? Faut pas compter là-dessus, quoi. Enfin, c'est loin, c'est du long terme. C'est bien que ça existe, mais c'est... Je pense que la prise de conscience, ça doit être bien avant que le nouvel avion arrive. Là, on parle de 20-25 ans. Le temps que les tests soient homologués, etc. C'est du moyen terme, mais moyen terme au sens industriel. Donc, on parle du long terme. C'est peut-être nos enfants le connaîtront. Mais nous, c'est pas pour tout de suite. Donc, réfléchissons avant que l'avion arrive, je pense. Nous allons remercier Bruno. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous, puisqu'il est bientôt 14h aux Antilles et c'est l'heure de reprendre le boulot. C'est ça. Parce que la radio, c'est du boulot, mais il y a d'autres boulots aussi dans la vie. La radio, c'est surtout du plaisir. En tout cas, j'en ai pris beaucoup en votre compagnie. Je vous souhaite une excellente fin d'émission. Je vous embrasse partout. À très bientôt. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Salut. Porte-toi bien. Un dernier mot, Patrick. On a finalement Notre-Dame-des-Landes ne s'est pas fait. Et tant mieux. Oui, bien sûr, tant mieux. Tant mieux. De toute façon, au-delà des prises de conscience, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et il y aura à un moment donné, on va dire, les contraintes économiques qui vont faire que de toute façon, on va être obligé de modifier beaucoup de choses. D'abord, le modèle économique tel qu'il existait auparavant, et on va parler que de l'aérien, n'était pas un modèle qui était extrêmement vertueux. On peut parler d'autres choses aussi, mais globalement, le modèle n'était pas forcément vertueux. Tu veux parler des low cost, par exemple ? Alors, pas forcément. Oui, des low cost, on peut parler des low cost, mais l'ensemble du modèle économique, de toute façon, de l'aérien, on le voit bien, le modèle low cost en particulier, et je l'ai déjà évoqué. Est-ce que c'est le prix
est-ce que c'est le vrai coût et le vrai prix d'un billet 10 € pour faire, je donne un exemple, un Nantes-Marseille? Est-ce que la personne qui paye 10 € paye le véritable coût? Bon, on sait très bien que la réponse est non, puisque pour faire un Nantes-Marseille, ce trajet est subventionné. Et il est extrêmement subventionné. Par la ville de Marseille? Subventionné, ça veut dire payé par des impôts. Par l'agglomération de Marseille. Les gens qui payent des impôts ne prendront peut-être jamais l'avion. Est-ce que c'est logique qu'on fasse payer des gens pour un transport aérien qu'ils ne prendront jamais et que quelqu'un en bénéficie? Mais j'ai envie de dire c'est un investissement et forcément il y a des retombées pour tous les Marseillais. C'est peut-être un peu naïf ce que je viens de dire. Ou simplement ceux qui bénéficient du tourisme. Et c'est ça. Que tous les Marseillais vivent du tourisme? Le modèle, et puis et c'est aussi le moyen pour certains pays de se développer, certaines destinations. Donc ils subventionnent énormément leurs compagnies aériennes. Ils subventionnent donc ces pays-là qui subventionnent leurs compagnies aériennes. Les mettent en concurrence ou mettent nos propres compagnies françaises en concurrence déloyale. Sire. Il y a un modèle qui aujourd'hui de toute façon va être complètement remis à plat parce que les compagnies aériennes sont mises à mal aujourd'hui avec tout ce qui est en train de se passer. Donc comment elles vont rebondir demain? Si elles ne sont pas aidées, ça va être très compliqué. Donc le modèle va peut-être être réfléchi d'une manière un peu plus globale et on va peut-être mettre un peu plus de logique là-dedans. Je m'apprête à lancer Cyr, mais Birgitta a levé la main et Birgitta ne s'est pas exprimée encore. Ouais, mais c'est mon côté nordique. Je pense que la Greta, elle aurait dit « How dare you ?» La Greta Thunberg. Yes. Ouais. Ton côté nordique, parce que les internautes ne savent pas d'où tu viens en termes de racines familiales. Allez, j'ai un père danois. Danois et mère française. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Danois, puisque tu as encore de la famille au Danemark? Est-ce que vous avez évoqué ces questions-là ensemble? Non, j'avoue que j'en ai pas trop parlé avec ma famille. Ce sera tes devoirs. Voilà, ils sont assez paisibles en ce moment, les Nordiques. Et bon, après, les Suédois, ils fonctionnent différemment des autres actuellement. Et après, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ils sont plutôt paisibles, les Nordiques, par rapport à ce qu'on vit. Donc, en tout cas, ils sont écolos. Et ça, je pense qu'effectivement, ils peuvent être une source d'inspiration. Ce sera ta mission pour la prochaine émission, c'est de nous faire un reportage sur la perception du voyage dans les pays nordiques. Cyr, un dernier mot pour boucler ce sujet. Ouais, je voulais apporter un peu de poésie. Parce que quand vous prenez le mot paysage, qui est quand même un mot clé quand on voyage et quand on va découvrir le monde, vous l'ouvrez en deux. Et vous avez pays et vous avez les âges, et au milieu vous mettez de la vie et ça fait des pays-visages. Et donc je vous invite à aller découvrir des pays-visages plutôt que des paysages, et vous aurez tout en un. T'as envie de partir où découvrir un pays-visage, Cyr? Moi j'irais bien en Islande. Ok. Alors, allez, on fait un petit tour pour boucler cette discussion. Venano, t'as pas le droit de répondre Mexique parce que tu connais déjà bien. Qu'est-ce qui t'attire là, même si on a dit il est important de bien mesurer son empreinte carbone. Quel pays visage? Moi, un des pays qui vraiment m'attire, en tout cas, j'aimerais beaucoup aller à Cuba. Ça, c'est sur ma liste vraiment voilà. J'aimerais vraiment beaucoup découvrir. La liste de tes envies. Birgitta? Moi, je rejoins assez Veneno parce que j'aime beaucoup le mélange musique mélangé à l'art. Et je trouve que c'est des pays qui sont assez authentiques parce qu'ils ont quelque chose de comme ça, de profond. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que le monde actuellement, l'univers, nous dirige vers ça, vers le mélange de spiritualité, d'émotions et d'humain. Et ouais. Je rejoins assez Veneno avec ça. Anne et Patrick pour boucler. Moi, j'ai découvert l'Argentine il y a un certain nombre d'années et je rêve de montrer ce magnifique pays à mes enfants. L'Argentine pour Anne. Patrick, il y a encore des pays que tu n'as pas visités? Oui, mais j'en ai visité un trop rapidement et il m'a vraiment marqué. C'est le Japon, entre son ultra-modernité et ses valeurs ancestrales, et entre une ville comme Tokyo et Kyoto,
on a vraiment le contraste des deux là, et je rêve vraiment d'y retourner et de le faire découvrir. Bon, eh ben moi, ça sera l'Amérique latine quand j'aurai 5 minutes et quand j'aurai fait le bilan carbone. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet, chacun, chacune, et particulièrement Patrick pour l'angle business et tourisme des agences de voyage. On va accueillir une autre invitée. Deux mots à vous dire, l'invitée de l'émission. Et c'est Birgitta qui nous la présente, pour de vrai, cette fois-ci. Ouais. Donc moi j'ai rencontré Veneno dans mon restaurant, je pense en 2012. On aurait pu se croiser, dis donc. Comment ? On aurait pu se croiser, c'est l'année où j'étais venu faire une émission, j'ai 2 mots à vous dire, avec l'équipe de l'époque. Exactement. Totalement. C'est pour ça qu'il fallait que vous rencontriez. Bah voilà. C'était juste décalé dans le temps. Et je vois cette grande et belle jeune femme, parce qu'elle est très grande, Veneno, et qui arrive et qui très discrète, et qui est arrivée avec des objets, des bouteilles recouvertes de quelque chose qu'elle avait tricoté et déjà très moderne. Et moi j'adore les personnalités comme ça, délicates et en même temps hors normes, et qui sourient, qui sont charmantes et puis qui ont quelque chose à dire. Et donc on a discuté, et là j'ai découvert un univers que je connaissais pas. Alors j'ai des ados, donc j'ai entendu déjà parler des graphes, mais quelque chose d'assez puissant. Puis après, je l'ai redécouverte à Transfert, où elle présentait ses dessins. À Transfert à Nantes. Avant-garde. Voilà. Elle est souvent là dans des endroits un peu comme ça, modernes et intenses. Mais voilà, qui pose le cadre. Et puis donc on s'est revus, on a discuté quand elle m'a dit qu'elle était partie au Mexique bon, je la suivais sur Facebook, mais voilà, j'ai retrouvé cette grande jeune femme magnifique et qui a plein de choses à faire, et puis je trouve qu'il ose. Moi j'aime beaucoup le mélange d'intensité et comme ça, de sensations fortes et d'audace, et en même temps elle a dit délicatesse. Je trouve que c'est assez exceptionnel. Et puis je me suis dit que c'était complètement en adéquation avec vous qui aimez aussi ce mélange de curiosité et en même temps de nouveauté et en même temps de voyage. Je me suis dit waouh, on y est là. Donc c'est le bon moment. Avant de l'accueillir, Veneno, ce matin tu t'es levé en te posant une question, Birgitta. Voilà, alors j'ai fait une petite chronique dans ce sens-là. Donc je me suis levée en me posant la question suivante: de quoi j'ai envie aujourd'hui et qu'est-ce qui m'apporterait de la joie? Donc ma chronique, elle a un côté un peu sentimental et émotionnel, parce que je me suis rendu compte que la chose qui me faisait vraiment plaisir, c'est d'avoir mes amis au téléphone ce matin qui prenaient des nouvelles, et moi j'avais envie d'en prendre aussi, et ça m'a mis des ailes. Je me suis dit mais quel bonheur quand les gens pensent à vous, que vous pensez à eux et que vous leur dites. Ça paraît tout simple, mais en fait, je trouve que ça vous rend joyeux de sentir que vous aimez les gens et que les gens sont là et que vous pouvez leur dire. Eh bien, je confirme, parce que je t'ai eu ce matin au téléphone et ça m'a rendu joyeux. Ouais, c'est ça. Donc j'avais envie de vous le transmettre parce que je trouve que c'est des choses toutes simples, mais en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien comme d'entendre, voilà, Patrick qui dit « je suis grand-père ». Enfin, c'est beau, quoi. La famille, ça fait du bien. Et puis, je me disais qu'en fait, cette question, qu'est-ce qui me faisait du bien, elle était en même temps professionnelle et personnelle. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait encore m'inspirer? Et puis, j'ai écouté des TEDx qu'on m'avait conseillé, un sur la personnalité multipotentialiste de Emily Wapnick, et une autre qui s'appelle How to Figure Out What You Really Want de Ashley Stoll. Et en fait, ces deux TEDx inspirants, ça m'a fait penser justement à Veneno, parce que je regardais après sur Facebook ce qu'elle postait, voilà, et puis elle postait cet article qu'elle a écrit sur cette jeune femme qui escalade à la main les immeubles pour y peindre, et je me suis dit waouh, ça y est, on est dans quelque chose où il y a de la vie, il y a le mélange des voyages, de l'audace, des couleurs, vous voyez, et je me suis dit, on est là-dedans. Et puis moi, je suis souvent impressionnée par les graphes, parce que le côté un peu art urbain, un peu intriguant, un peu, comment dirais-je, un peu décapant. Actuellement, je trouve qu'on a besoin de sortir un peu des sentiers battus et de se redonner une énergie de vie, là, quelque chose qui vous
qui vous bousculent un peu. Et je retrouve c'est un peu Alice au Pays des Merveilles, en fait, hein. Oui, c'est ça, parce qu'à Pays des Merveilles, il y a ces justicières, un peu toutes ces femmes un peu culottées, ou ces hommes aussi un peu justiciers, ces peintres qui sont un peu qui sont gourmands de la vie, qui sont pas résignés, surtout qui sont pas résignés. Parce que ça, je trouve que c'est chouette d'oser encore faire des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, oser grimper, et puis oser aussi faire des choses qui sont pas toujours politiquement correctes. Dessiner des graphes avec... Enfin, moi, je serais bien incapable, mais par contre, je suis toujours assez admirative d'oser faire des choses et qui vont jusqu'au bout, quoi. Enfin, Veneno, quand elle dessine un lion, c'est une size énorme sur des grands murs. Et moi, je suis là, waouh. Et quand même, elle grimpe sur des échafaudages et tout. Donc, je vais la laisser se présenter. C'est un tapis rouge. C'est un tapis rouge clignotant en fait pour Veneno. J'ai deux mots à vous dire. L'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Je sais même pas si ça vaut le coup de te poser plein de questions parce que Birgitta vient d'ouvrir plein de champs possibles, non pas avec des questions mais avec des ressentis, des coups de cœur. Qu'est-ce qui te vient comme ça spontanément, Veneno, quand tu entends Birgitta parler de toi et de ton œuvre ? Déjà, je vais la remercier parce que c'est très beau ce qu'elle a dit, ça me touche. Et oui, bah, du coup, si je devais me présenter, effectivement, moi j'ai commencé le graffiti en 2006. Tu fais quoi avant ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie avant ? J'ai fait mes études dans la communication graphique. D'accord. Donc il y avait déjà un terreau. Ouais, je suis partie très jeune de chez moi pour partir habiter à Toulouse, justement pour découvrir un petit peu l'univers du graffiti, donc la scène toulousaine qui était quand même une des scènes très importantes en France, avec celle de Paris. Et puis après j'ai habité à Nantes, après j'ai habité en Belgique, enfin voilà, j'ai un peu bougé partout. J'ai commencé aussi donc à faire des connexions avec d'autres graffeurs, ce qui m'a amené aussi à faire mes premiers voyages. J'ai été invitée à des festivals de graffiti à Dakar, à Cotonou, au Bénin. J'ai aussi voyagé. Enfin voilà, j'ai un petit peu. Le graffiti m'a amené à pas mal voyager. Donc et tout ça à chaque fois avec des billets d'avion fournis par Patrick. Voilà. Et ben non. Tu peux le dire. Et comment on distingue graffiti de graphe ? C'est quoi la différence ? C'est une façon de parler ou ça parle d'autre chose ? Non, alors graphe, c'est juste l'abréviation de graffiti. C'est la même chose. Hein. Après, il y a le tag qui est donc juste la signature. Et un graffiti, du coup, ça va être ou un lettrage ou un personnage. Ou un personnage. Alors, Birgitta évoquait... t'as parlé de lion tout à l'heure, Birgitta. Un lion immense. Moi, je suis toujours bluffé. Alors, déjà... Comment ? En fait, c'est un ours. Enfin, moi, c'est un ours. Récemment, je crois que c'est un ours. Bon, après, j'avais vu qu'elle faisait des guépards incroyables. Enfin, des animaux. Ils sont souvent des animaux sauvages, féroces et qui deviennent là... figé dans un univers incroyable. Et oui, ce que je voulais préciser aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté scène underground, tu vois, où tu as le côté un peu plus, un peu plus obscur. Elle a un côté Radiohead, Pink Floyd. C'est un peu comme nous, les hommes actuellement, ils nous permettent de voir le côté obscur qu'on a un peu du mal à regarder, mais ils nous le montrent avec beaucoup de poésie et en même temps, on est très lucide. Et ça, moi, j'aime bien parce que ça entremêle une vie où on peut être un peu estomaqué par ce qui nous arrive et un truc un peu plus roots. Et ça, je trouve ça chouette qu'il y ait des gens qui arrivent à le traduire. Effectivement, du coup, mon travail, du coup, il est, comme le disait Birgitta tout à l'heure, je travaille beaucoup les contrastes. Donc, ça va être et de la douceur et les côtés un peu plus durs ou un peu plus violents. Donc voilà, tout mon travail en fait, que ce soit dans la gravure, dans le graffiti ou dans le crochet, ça va être toujours en dualité. Cette dualité-là. Et du coup, dans les graffitis, effectivement, je fais beaucoup d'animaux un peu féroces, les animaux qu'on n'a pas envie de voir forcément en grand, comme ça, à la vue de tout le monde. Mais du coup, je leur apporte une touche un peu précieuse parce que je fais mes graffitis en doré et noir, très souvent. Et donc, avec la lumière du soleil, il y a toujours
une intensité qui se crée avec le doré et qui donne une profondeur en fait à la peinture. Et qui va évoluer au fur et à mesure de l'ensoleillement en plus, j'imagine. Ouais, la peinture évolue du coup en fonction des heures et du temps aussi, parce que le doré perd de son intensité au fur et à mesure. Mais du coup, voilà, c'est des peintures un peu vivantes pour moi et du coup, je trouve ça intéressant ce contraste. On va évoquer tes différents supports, bois, lino, enfin on va en parler dans une seconde, mais moi je suis toujours incroyablement bluffé, alors déjà par la peinture en général, mais j'ai envie de dire, quand on peint sur 1 mètre carré, c'est déjà une certaine technicité. Quand on peint sur le mur d'une maison ou une façade d'immeuble, je trouve ça, c'est presque incompréhensible pour moi. Comment tu fais ? C'est quoi la technique pour peindre un personnage, un animal sur une façade ? Ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure des années. Donc, pour reproduire une illustration qu'on fait en petit sur un énorme mur, du coup, c'est vraiment un travail... c'est un exercice, en fait, qu'on acquiert au fur et à mesure. Donc là, je pense y arriver assez bien depuis plusieurs années, heureusement. J'ai plus besoin de reconstruire plein de fois en fait ma peinture avant d'arriver à un bon résultat. J'arrive à la rentrer assez rapidement, donc ça c'est... La reconstruire, c'est-à-dire, ça veut dire que ce serait une succession d'esquisses ? En fait, on fait une esquisse sur le mur dans une première couleur, donc c'est juste des traits de construction. Et donc après, on va faire le remplissage. Et les détails viennent, les lumières, voilà, c'est tout un ordre comme ça qu'on respecte. Et du coup, les esquisses, on peut s'y reprendre à plusieurs reprises si on n'arrive pas à la faire du premier coup à la bonne taille ou les proportions sont mauvaises, voilà. Mais donc maintenant, j'arrive à bien les rentrer rapidement, donc c'est plutôt chouette. Donc tu gagnes en rapidité, en efficacité. Est-ce que ce sont des mots qui existent quand on est artiste comme toi ? Si vous voulez, il y en a qui font, quand ils font des personnages, ils se font un quadrillage sur le mur et sur leur feuille, par exemple, pour pouvoir voir où est-ce que les traits vont atterrir sur le mur. Et moi, du coup, c'est vraiment à vue d'œil. Donc, l'agrandissement se fait dans ma tête directement. Je m'efforce de montrer à l'image, donc tant pis pour vous les contributeurs, vous serez obligés de revoir l'émission et je montre quelque chose, je montre un ours en l'occurrence, c'est un ours. Hier. Comment ? C'est la peinture que j'ai fait hier. Que tu as fait hier. Alors là on est sur quelle dimension là ? Alors là je l'ai fait sur échelle, donc je pense que c'était du 3 mètres ou peut-être 4 mètres, je sais plus. Je vous montre les contributeurs à votre tour. Il y a un détail qui me semble incroyable là aussi. Il y en a une autre photo plus bas. Je sais pas si c'est sur Facebook ou... Je suis sur Facebook. Ouais, alors plus bas, il y en a une où je suis en train de peindre, donc on peut se rendre compte de la... Alors c'est une vidéo là, c'est ça ? Non, mais plus bas encore. Plus bas encore. Ah oui, tu es en train de peindre l'ours. Alors je la montre d'abord aux internautes. Voilà. Comme ça, on peut permettre de se rendre compte aussi de la taille. En général, je fais une photo de quand on est en train de peindre. Il y a un sens du détail, moi, qui me paraît incroyable. C'est combien d'heures de travail, une telle fresque ? Alors, honnêtement, hier, j'ai essayé d'aller vite parce que c'était un anniversaire. Ah donc vite, rapidité, c'est un mot de ton vocabulaire, alors ? Oui, ouais. Et donc hier, on a essayé de peindre tous un petit peu vite pour pouvoir se retrouver et profiter tous ensemble. Mais on est arrivé on a commencé à 11h30 et on a terminé vers 17h. Et tout ça donc à la bombe. Pourquoi tu dis on ? Parce que c'est plusieurs personnes qui contribuent sur un graphe comme ça ? Parce que hier c'était une réunion entre notre crew, du coup de graffeurs. Donc j'étais accompagnée de tous les amis qui sont dans mon équipe. Et c'était l'anniversaire de l'un d'entre eux. Donc en fait on se réunit quand c'est aussi des anniversaires pour célébrer ça autour d'une peinture. Et tout ça donc à la bombe, hein, évidemment, c'est le principe. Je pose des questions peut-être naïves, mais tu n'utilises jamais le pinceau ? Non,
Non, que la bombe de peinture. Ouais. Que à la bombe. Donc ça veut dire que tu viens avec une palette entière de bombes, de peinture, ou est-ce que voilà, tu sais à l'avance que tu vas avoir besoin de tant de quantité pour telle couleur? Maintenant, avec l'expérience, je sais à peu près combien pour la taille de l'animal que je vais faire ou le personnage que je vais faire, je sais combien j'ai besoin de telle ou telle couleur. Et puis, du coup, comme je vous le disais, je peins très souvent en or et doré, donc c'est assez facile de faire mon choix pour les couleurs. Voilà, et sinon, je m'adapte en fonction du thème ou des couleurs qu'on va choisir avec qui je peins en équipe, du coup. Tu réponds à des commandes ou c'est comment ça marche? Comment est-ce que tu dis? Je réponds aussi à des commandes, bien sûr, des particuliers ou des professionnels des fois, parce que ça peut être dans des cafés, dans des bars. Là, dernièrement, j'ai été invitée au festival Plein Champ pour la journée de la femme qui va arriver. La journée des femmes. Des femmes et de l'égalité, voilà, attention, la femme n'est pas une maladie, je le rappelle. Et du coup, ils ont invité 4 artistes, on n'est que des femmes, dont un homme, qui est le graffeur Adore, qui fait partie de mon crew aussi, le IBS. Et du coup, on a ce thème, la journée des femmes, où on va devoir peindre en direct devant le public, en fait, en extérieur. Voilà, il y a ça, et puis il y a le festival Plein Champ aussi, qui est un festival qui va se produire un petit peu plus tard, je crois en juillet, où du coup, voilà, c'est une peinture en extérieur aussi. Alors, on est graffeur invité. Bifurquons quelques instants sur justement la journée des droits des femmes et de l'égalité pour être archi précis, international des droits des femmes et de l'égalité. Je dis ça, c'est pas pour étaler une certaine science, c'est parce que je l'ai appris et j'ai appris en me formant à l'égalité femmes-hommes que les détails comptent. C'est pour ça que je me suis permis Veneno. C'est une cause, j'imagine, qui te touche. On vient pas seulement pour dire ah bah tiens, t'es dispo le 8 mars, donc viens donc par là. En quoi elle te touche et comment elle s'exprime artistiquement? Alors, en quoi elle me touche? Elle me touche parce que moi, je suis une femme dans un milieu très masculin. Donc, j'ai envie que les femmes prennent leur place dans le milieu dans lequel j'évolue aussi, qui est le milieu hip-hop. Je pense que du coup, il faut que les égalités se fassent et il y en a beaucoup encore des inégalités, donc c'est bien que ça avance dans ce sens-là. On t'a regardé de travers parfois parce que pour ton genre? Non, alors moi j'ai toujours dans le milieu du graffiti ou dans le milieu du graffiti, ouais. Non, moi j'ai toujours été plus ou moins bien accueillie et j'ai pas eu l'impression de devoir faire mes preuves à des hommes. En fait, c'est toujours envers moi que je fais mes preuves. Mais vraiment, je peux pas là-dessus, je peux rien dire. J'ai toujours été très bien accueillie. Après, il y a des choses qui me touchent. Notamment, il y a le festival Label Hip Hop qui se produit à Bruxelles, en Belgique, qui est organisé du coup par une femme, Fatima, qui met en valeur du coup toutes les femmes du mouvement hip-hop. De toutes les disciplines. Donc, c'est des femmes qui sont invitées de l'international pour représenter chaque discipline. Ouais. Et donc voilà, ce genre d'initiative, moi, ça me touche et j'adore y participer. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place et ça, c'est vraiment très, très bien. Birgitta et Cyr. Oui, moi, je salue beaucoup la persévérance de ces âmes. Parce que elles vont au bout. C'est bien ça, c'est bien du. Pardon de te couper, mais au lieu de dire femme ou homme, tu peux dire des âmes, c'est bien ça. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on va arrêter de dire les femmes et les hommes, les âmes. Ouais. Elles vont au bout de leur envie de liberté d'expression et je trouve que c'est chouette actuellement de se dire qu'il y a encore des gens qui arrivent à l'avoir et qui font en sorte qu'il y en ait et qui, à leur manière, comme ça, de clin d'œil, d'immense course, mais qui montrent qu'il y a encore, il y a de la niaque, quoi.
Et moi, ça me plaît vachement que cette liberté d'expression soit là. Et nous, on sait, justement, toi, David, tu as créé aussi cette complicité là entre tous les gens pour qu'il y ait ces mélanges de genres. Et c'est ça la vraie vie, moi, je trouve. Des gens qui viennent de milieux, d'environnements différents, de cultures différentes, et tout ça, ça se brasse, et c'est waouh. Eh ben, ça parle bien d'égalité, en fait, hein. Ouais. Ça parle bien de liberté de ton et d'égalité, donc on est assez raccord. Vivement qu'on se retrouve dans la vraie vie quand même, hein. C'est la chose qui nous manque. Cyr, une réaction? En fait, moi j'ai des frissons en t'écoutant parce que à Vannes, on a une chance de fou depuis 3 ans, depuis 2 ans avec Dédale. C'est un bâtiment de la DDE qui a été pris avant d'être détruit pour être sur le thème de l'immersion. C'est des artistes qui ont graffé chaque ancien bureau de la DDE est devenu une expérience d'immersion. Et on a une diversité d'artistes et de productions qui sont là, qui sont recouvertes régulièrement aussi pour respecter tout ça. Et c'est juste magique, c'est magnifique. Et voilà, j'avais juste envie de vous partager ça et de vous repartager un petit mot que j'ai peut-être déjà dit dans une émission, mais c'est pas grave. C'est que l'art, c'est un inutile indispensable. Oui, ça c'est vrai. Et quand on a dit ça, pour moi, on a tout dit. Donc merci beaucoup à vous tous. Et on embrasse évidemment tous les... Qui mettaient de la couleur, en plus... Oui. Et on embrasse tous les artistes qui sont logés à des enseignes complètement différentes. Les graffeurs, heureusement, peuvent s'exprimer, en tout cas quand il n'y a pas de confinement. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Anne, une réaction? Ah oui, tu veux quand même réagir, Anne? Oui, mais c'est autre chose. Non, moi j'ai une question pour notre invité. Donc le graphe, c'était quand même un peu vu sur un truc comme quelque chose de rebelle, voire de irrespectueux, parce qu'interdit souvent. Moi, je voulais savoir si si tu sentais une évolution sur le public, sur l'acceptation du public, et on parlait de tendance de voyage tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une tendance par rapport à ça alors, je suis persuadée qu'aujourd'hui c'est vraiment considéré comme un art justement, mais c'est quoi la tendance et vers où on va vis-à-vis du graphe? Et j'ai envie, de compléter ta question avant que tu répondes, Veneno. J'ai l'impression qu'il a fallu passer par la rue et par l'embellissement de lieux qu'on ne voulait pas voir pour exister. Moi, je pense à un graphe. On est tous les deux issus du même patelin, juste à côté de Nantes, avec Anne. C'est une commune qui s'appelle Orvaux. Et tu dois t'en rappeler, Anne, du côté de Grandval, sous un pont du périphérique, il y a un graphe qui est magnifique. Et c'est souvent là qu'on les trouve, les graphes, dans des lieux a priori très moches. Il a fallu passer par la réhabilitation de ces lieux-là pour exister. Alors, effectivement, je pense que... Bon, alors déjà, le graffiti, il faut savoir que à la base, c'est quelque chose qui est dans la rue. Donc, c'est vraiment de l'art de rue. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus reconnu par des institutions, par ne serait-ce que les mairies aussi, qui font appel à des graffeurs pour embellir les villes. Alors, il y a un côté très bien parce que du coup, ça nous permet aussi d'en vivre. Et en même temps, moi, je suis un peu partagée parce qu'il y a un côté un peu hypocrite aussi, dans le sens où le graffiti, l'essence même du graffiti, c'est le côté vandalisme à la base, le côté vandale, qui passe par le tag, qui passe par des lettrages qu'on n'a pas forcément envie de voir. En fait, les gens en général nous disent ah oui, vous faites des personnages, c'est beaucoup plus joli que les lettrages, que les lettres qu'on voit, on n'arrive même pas à lire. Sauf qu'il faut savoir que tous ces lettres, mes personnages, ils en découlent. En fait, la base, c'est le tag, c'est le lettrage, et les personnages sont venus après. Donc tout ça, c'est un ensemble qu'il faut, je pense qu'il faut éduquer les gens là-dessus, pour leur dire que il n'y a pas du beau graffiti ou du graffiti moche, ça reste un mouvement, ça reste le graffiti en général.
Et après, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais du coup, voilà, il y a une évolution dans le temps. Déjà, c'est accepté beaucoup plus dans les galeries, dans les livres. Tu exposes dans les galeries ? Oui, j'expose dans les galeries. Alors moi, j'expose pas, je fais pas de toile parce que c'est pas un format qui me séduit. Je préfère vraiment peindre sur mur. Donc voilà, donc, moi, ça veut dire que je vais exposer en galerie, c'est mes gravures ou mes objets au crochet. Oui, c'est ça. On va y venir à tes autres supports, mais ça veut dire que si tu ne fais pas de toile, on ne pourra jamais avoir une grande toile de Veneno dans son salon, au même titre qu'on pourra avoir un peintre. Moi, j'ai une petite anecdote, pardonne-moi, Veneno, j'ai fait un blablacar pour réduire mon empreinte écologique. Je fais souvent des blablacars et j'ai discuté avec un commissaire-priseur récemment. C'est très rare comme métier, c'est la première fois que j'avais le plaisir de discuter avec quelqu'un qui avait ce métier et il m'expliquait des choses insensées évidemment dans les métiers de l'art et notamment des trucs tout cons sur des lettres blanches avec un slogan, un mot, vive la liberté ou quelque chose comme ça de je sais plus quel artiste qui est vendu à un fric dingue. Moi, j'ai du mal à comprendre l'adhésion de cette forme d'art. Par contre, des formes d'art comme celle que tu proposes, moi, j'adhère beaucoup plus. Et puis, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à développer davantage pour que vous gagniez en visibilité, les graffeurs. Bah oui, du coup, effectivement, ça c'est propre à chacun, c'est très personnel. Hein. Oui, ça n'engage que moi, ce que je viens de dire. Mais non, mais je suis d'accord. Hein. Moi, il y a des choses qui vont pas me toucher non plus. Il y a des choses que je vais trouver absurdes. Il y en a d'autres qui vont vraiment me toucher et juste par le concept et pas forcément par l'esthétisme. Enfin voilà, c'est hyper aléatoire et je me rappelle plus de la question. Je sais même plus ce qu'on disait. Bon, on parlait de votre visibilité en fait. On parlait de visibilité, oui. De votre légitimité. Oui. Qu'est-ce que sur la visibilité. Oui, on est de plus en plus visible et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est ça. On est Et il me semble qu'on parlait aussi des supports sur lesquels tu travaillais. Ouais, alors il y a Cyr avant qui voulait intervenir et puis on va parler de tes autres supports. Mais il y a un élément qui est essentiel, si je ne me trompe pas, c'est le côté éphémère, en fait. Et même la dynamique de recouvrement, elle est intéressante aussi. Et cet éphémère, moi, j'avoue que vous me posez question tous autant que vous êtes, là, parce qu'on nous parle de durable en permanence, il faut être dans le durable et compagnie, et en même temps, tous les outils, tous les moyens de notre vie nous conduisent vers l'éphémère. Et bien, conjuguer l'éphémère et le durable, c'est une sacrée gageure, quoi. Mais on parle d'art, là. On parle d'art, mais justement, eux, ils font des œuvres éphémères et on est dans un monde durable. Et je pense qu'ils sont inspirants. Moi, j'ai pas encore trouvé vraiment de choses encore par rapport à ça, mais ça me pose question. Je sais qu'il y a des choses à aller chercher dans votre démarche pour aussi bien vivre dans notre société actuelle en étant durable. Alors là-dessus, les gens sont un peu déconcertés. Effectivement, ils ont du mal à comprendre qu'on passe un graphe et qu'il soit repassé. Il peut être repassé le lendemain, effectivement. On peint, du coup, c'est sur des murs où il y a beaucoup de passages d'autres graffeurs. Donc, en fait, on prend le parti de... Une fois qu'on a fait notre peinture, en fait, elle nous appartient plus. Elle appartient à la rue et donc effectivement quelqu'un peut venir derrière pour la repasser. Donc, voilà, nous tout ce qu'on garde, c'est le moment qu'on a vécu quand on l'a peint et la photo. Donc voilà. Et il y a un code de respect, il y a je sais pas, on n'a pas le droit de recouvrir quelque chose qui vient d'être fait, il y a un code de déontologie. Non, ça n'existe que dans les campagnes d'affichage politique, ça. On doit attendre 3 minutes 30 avant de recouvrir d'une autre affiche politique. Il y a vraiment, on a des codes et on a des règles quand même. On les respecte ou on les respecte pas, hein, c'est propre à chacun. Moi, je sais que quand je vais repasser quelqu'un, je me renseigne en général à savoir qui a fait la peinture,
et quand est-ce qu'il l'a peint. Donc, s'il l'a peint la veille, je vais éviter de le repasser, évidemment, pour que sa peinture, elle vive un petit peu dans le temps et qu'elle soit vue. Voilà. Après, c'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais moi, en tout cas, j'essaie de le faire. Birgitta ? Oui, en fait, moi, je trouve que c'est tout à fait réaliste par rapport à ce qu'on vit. Il y a de l'instant présent qui est totalement actuel et puis vraiment vivre l'instant présent. Et en même temps, je trouve ça très généreux parce que ça veut dire que tu laisses tout le monde s'exprimer. Comme tu dis, même, il y a des codes et il y a du respect. De toute façon, quand c'est beau, bah, franchement, moi, j'y vois des graphes. Moi, je reste scotchée. Je peux pas m'empêcher de même pas de prendre une photo tellement c'est beau. Donc, quand c'est beau, c'est beau. et souvent, en photo, je trouve que... Alors ça, je sais pas si tu peux expliquer ça, Veneno, mais je trouve qu'en photo, le graphe, il ressort encore plus fort. Alors là-dessus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est très difficile de vendre vraiment le... Du coup, je vais pas dire encore plus fort, c'est un jugement. Donc, mais en tout cas, de manière encore plus contrastée. Je trouve que ça le rend... Alors, ça peut le rendre plus artificiel. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça tire les traits, que c'est comme ça que je le dirais. Et puis en même temps, c'est bien d'émettre des jugements dans cette émission. On perd du coup la lumière, on perd l'essence même du mur et on perd aussi la notion de dimension. Ouais, c'est vrai. Tu parles de lumière, tu choisis les murs sur lesquels tu vas pouvoir œuvrer, des murs plutôt orientés vers Alors on les choisit pas en fonction de la lumière, on les choisit plutôt en fonction de la matière et de la hauteur ou de la largeur. Voilà. Après, la lumière, c'est secondaire. Pour moi, en tout cas, c'est très bien si les rayons du soleil viennent à un moment sur ma peinture, parce que, comme je le disais tout à l'heure, avec le doré, ça se reflète vraiment. Donc, il n'y a pas de problème. Deux dernières questions. La dernière question, ce sera Birgitta. Avant cela, un mot sur tes supports. Donc, tu es graveuse sur bois, sur linoléum. Alors, je vais vous montrer quelques... Ah oui, montre-nous. Du coup. Et elle fait du tricot. Ouais, je vais en parler après. Je vais commencer par la gravure. Donc, la gravure, ça se fait avec une gouge qui est comme ça, une sorte de ciseau à bois. Et on va venir graver du coup sur une plaque de linoléum, qui est le linoléum pour le sol. Ça, c'est un lino qui est prévu vraiment pour la gravure. Donc, c'est un lino qu'on achète dans les magasins de Beaux-Arts. Et donc, par exemple, là, c'est une plaque. Donc là, en ce moment, je suis en train de réaliser une... Alors attends, ne bouge plus, je vais tenter un zoom avec la caméra. Voilà. C'est pas radiophonique pour ceux qui nous écoutent seulement avec le son, mais voilà, il y a aussi l'image. Tarantino, le retour. Donc du coup, voilà, c'est une série que je suis en train de faire sur des couples cagoulés. Donc, qui rappellent un petit peu les émeutes pendant les manifestations. Mais du coup, moi, j'y apporte de la douceur et de l'amour. Et on en a bien besoin en ce moment. Donc, il y a celle-ci. Et puis, il y a celle-ci qui est un peu plus contrastée aussi. Voilà, celle-ci, je ne les ai pas encore imprimées, c'est vraiment la matrice. Je vais les imprimer au musée de l'imprimerie de Nantes. Et une fois imprimée, je peux vous montrer ce que ça donne. Là, je suis en train de faire une collaboration avec un artiste qui s'appelle Idvanka, où du coup, j'imprime ma gravure et lui, il intervient après avec de l'encre de Chine. Ouais. Et donc, voilà, on est sur des manifestations, des émeutes, mais toujours avec cette notion de tendresse et d'amour et de passion. C'est pour apaiser la dureté de la vie que peuvent vivre, j'ai pas d'autres mots, certaines personnes. Oui, c'est aussi dans la notion toujours de dualité, du chaos et de l'amour. Donc voilà, là ça fonctionne bien avec nos deux styles. Et puis ces objets que tu recouvres de laine. Et alors les objets que je recouvre de laine, donc moi j'ai commencé par une bombe de peinture.
Donc à l'intérieur, il y a vraiment une bombe, on peut l'entendre. Hein. Voilà. Et je recouvre du coup avec donc au crochet, donc c'est pas du tricot, c'est du crochet. Et puis j'ai fait du coup des objets de toutes les disciplines du mouvement hip-hop. Donc je fais des baskets qui sont entièrement recouvertes, voilà, juste sous la semelle de laine. La Christo du hip-hop. Ouais. On l'a trouvé. Et puis voilà, je fais des objets un petit peu plus durs aussi. Donc ça c'est un cocktail Molotov qui est du coup en crochet aussi avec son petit bandana. Et puis ça pour me rappeler aussi le Mexique, la petite corona. Voilà. Reste aussi dans des objets qui sont un peu bruts, un peu durs, et je leur apporte de la douceur par le biais de la laine. Ouais. Un mot avant la dernière question de Birgitta qu'on a laissé un petit peu en plan tout à l'heure. Le modèle économique, comment est-ce que tu gagnes ta vie ? Eh bien justement, je gagne ma vie avec toutes mes créations. Donc comme je suis pluridisciplinaire, c'est un peu ce qui me sauve en ce moment, j'ai envie de dire, parce que je peux switcher d'une technique à une autre suivant la demande. Je vends du coup mes gravures, mes objets au crochet. À côté de ça, je vends des prestations de graffiti. Je donne des cours de gravure pour des collectivités, des maisons de quartier, etc. Et puis voilà, en parallèle, je travaille aussi, je donne des interviews, je fais des interviews d'artistes qui m'ont séduit par leur travail ou leur concept pour le compte d'un média de cultures urbaines qui s'appelle Aya, qui est en train de se lancer. Et voilà, donc là, on est en train d'essayer de continuer dans cette lancée-là. Il y a un crowdfunding qui a été mis en place du coup pour ce média, pour qu'on puisse continuer à être un média indépendant. Et donc voilà, ça s'appelle Aya avec un point d'exclamation. Et du coup, je réalise des interviews pour eux aussi. Donc ça, c'est tout nouveau pour moi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est quoi l'interview ? On va pas refaire toute l'interview. C'est quoi la question que tu aurais aimé qu'on te pose alors en bonne intervieweuse d'artiste que tu es ? Oh là là, du coup on m'a déjà interviewé pas mal de fois aussi, donc honnêtement là je vois pas là-dessus. Il y en a pas une en particulier. Birgitta, le mot de la fin. Oui, je me demandais c'est quoi ton rêve pour la suite ? Mon rêve, écoute, ce serait voyager tout en travaillant. Sans polluer. Voilà, travailler, donc faire peut-être mes interviews à l'étranger et pouvoir continuer à rencontrer du monde, à peindre avec des gens à travers le monde et continuer à faire des connexions internationales. Enfin voilà, ce serait mon rêve. Je trouve qu'on a vraiment des pépites de notre région. Hein. Ah c'est clair, c'est clair. Et merci à toi Birgitta de nous permettre de rencontrer ces pépites. Merci beaucoup Veneno d'avoir été avec nous. Le mot de la fin de cette émission, il sera en musique avec Cyr. J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. Et tout le monde peut ramener sa gratte aussi dans cette émission, c'est possible. C'est possible de gratter, de chroniquer. Cyr, pour tout vous dire, m'a dit tiens, est-ce que tu penses que je la fais parler ma chronique ou est-ce que je la fais chanter ? Je trouve que quand on peut ajouter un peu de musique, c'est encore mieux. Cyr, ça parle de quoi ? Alors déjà, je vais planter un peu le décor parce que moi, je me suis remis à la guitare il y a 3 ans après en avoir fait un peu quand j'étais ado. J'aime bien écrire. Et puis là, il y a quelques semaines ou quelques mois, je me suis mis à commencer à écrire un peu des chansons. Donc voilà, donc c'est à peu près ma première ou pas loin. Elle est née il y a quelques jours, donc elle est encore toute fripée. Hein. Voilà. Mais du coup, comme on est dans l'énergie que Birgitta a bien décrite tout à l'heure, et d'ailleurs c'est spécial dédicace pour toi parce que tu as parlé d'oser, tu as parlé de mélange, de musique, de spirituel, etc. Donc voilà, elle est pour toi celle-là, et puis ça va donner ce que ça va donner. Il y a quelques jeux de mots qu'on ne repère pas forcément à l'oral, mais tu nous enverras le texte à l'écrit, puis on l'ajoutera sur le post YouTube. Voilà. Donc c'est parti. C'est à toi.
L'enfant social dégage l'enfant intérieur, convaincu qu'il sera grand indépendant. Une fois sa vie construite, il se cherche, il comprend. Il était grand mais toujours dépendant, se sentant coincé sur un rail de A vers Z. Il était un autre homme parodie de lui-même, surpris par ce lien entre A et A, qui l'interpelle chaque jour un peu plus fort. Il laisse toute la place à l'enfant intérieur. Il fend sa carapace, son cœur est un rieur. Il s'élance vers les autres dans son automobile. Il s'installe confort dans son automne. Lâche ses attaches qui font de toi un aliéné. Accueille cet aliéné dès ton premier souffle. Inspire ce souffle d'automne qui suit l'été. Sois curieux de toi, curieux, prends soin de toi. Ton enfant intérieur remonte à la surface. Il te murmure une petite fille, puis il les cache. Tu seras autonome quand tu seras grand. Tu seras grand quand tu seras autonome. Tu laisses toute la place à l'enfant intérieur. Tu fends ta carapace, ton cœur est un rieur. Tu t'élances vers les autres dans ton automobile. Tu t'installes confort dans ton automne. J'arpentais insouciant mon chemin de crête. À chaque pas je jouais mon équilibre. Je vacillais du mirage à la mirage, cherchant la voie de l'irréel au coréel. Quand je suis mon intuition, chemin de pâquerette, connecté à Gaïa, relié à mes âmes sœurs, je transforme mon émotion en vibration par cette voix sortie du fond de moi. Je laisse toute la place à l'enfant intérieur. Je fends ma carapace, mon cœur est un rieur. Je m'élance vers les autres dans mon automobile. Je m'installe confort dans mon automne. La 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 l'automne homme. Bravo Cyr, bravo. Voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait vibrer. C'est bon, un peu de dose artistique dans cette émission. Merci beaucoup Veneno de nous avoir fait voyager au pays de tes graffitis. Merci Cyr pour cette... Merci à Birgitta aussi de m'avoir invité. Évidemment, merci beaucoup à Birgitta pour ces belles rencontres qu'elle continue à provoquer dans cette émission ponctuelle. Merci Cyr, merci Patrick et Anne. Bruno nous écoute, je suis sûr, encore à Pointe-à-Pitre. Il n'est pas au boulot en fait, il continue à nous écouter. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis continuez à développer votre intuition et votre fibre artistique. C'est bon pour la planète. Salut. Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai de quoi vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. To the D-A-N-C-E, 1, 2, 3, 4, 5. Stick to the B-E-A-C, get ready to ignite. To the D-A-N-C-E. Comment tu fais ça avec les épaules, Anne? Stick to the B-E-A-C, get ready to Georges danserait comme Anne.